Bienvenue dans cette émission du mardi 23 mai 2023, dans laquelle je vais aborder la question intéressante du rôle de M. George Soros dans les politiques mondiales et savoir si elles sont vertueuses ou au contraire plutôt inquiétantes. Mais j'aimerais revenir tout d'abord très brièvement sur l'émission d'hier, au cours de laquelle je questionnais le soutien apporté par M. David de Rothschild au titre de la mémoire de la Shoah à l'officine de propagande, de désinformation et de harcèlement Conspiracy Watch, et je précise bien sûr que je n'ai aucune animosité personnelle envers M. David de Rothschild. On saurait certes lui tenir rigueur d'avoir employé Emmanuel Macron et d'avoir favorisé son accession à la présidence, mais enfin pas pour lui en tenir un grief personnel. Par contre, dès lors qu'une personnalité de son envergure soutient une officine aussi malfaisante et malhonnête que celle de M. Rudi Reichstadt, cela soulève un ensemble de questions, ce que je me suis permis de faire dans cette émission, et les personnes qui suivent ma chaîne auront eu la surprise de voir aujourd'hui deux bandeaux figurés d'autorité, l'important sur la famille de Rothschild et l'autre sur la Shoah. Ce qui veut dire que quand votre titre sur YouTube aujourd'hui contient l'un ou l'autre, automatiquement, la plateforme va mobiliser les articles Wikipédia correspondants pour donner du contexte à l'internaute. Alors évidemment que c'est intéressant, parce que si je parle de Macron ou de Churchill, il n'y aura pas de mise en contexte. Par contre, quand il s'agit de la famille de Rothschild, il y en a une, bon. Et quand il s'agit de la Shoah, il y en a une autre, mais à ma connaissance, pas du génocide arménien, du génocide des Amérindiens, ou d'autres moments extrêmement tragiques et douloureux de l'histoire. Donc, évidemment, tout ça doit déjà nous questionner, en rappelant au passage que YouTube appartient à Google, et que Google, de notoriété publique, est une créature de la CIA. Je vous donne tout un ensemble de références extrêmement solides auxquelles vous adressez, que l'origine de Google reposait partiellement sur des financements, non pas de M. David de Rothschild, mais des bourses de recherche sur la surveillance de masse de la CIA et de la NSA, que selon un des plus grands penseurs actuels, le psychologue allemand Guy Regenser, qui est un des grands spécialistes de la psychologie cognitive, eh bien le crédit social à la chinoise est en train de s'abattre sur nos pays, porté par qui? Devinez, Google. Google nous espionne en permanence, et Julian Assange, avant d'être mis en prison et torturé comme cela a été son cas, avait mis en garde. Google fournit des informations à la CIA, Google n'est pas ce qu'il semble être, et c'est un instrument majeur de surveillance du capitalisme prédateur. Donc pourquoi est-ce que YouTube, dès qu'on évoque la famille de Rothschild ou la Shoah, tout de suite brandit des référentiels de Wikipédia, sachant que Wikipédia est tout sauf une source d'information fiable? Et au contraire, on voit depuis 3 ans que Wikipédia est lui-même un officine de propagande. Donc éventuellement, si vous tapez sur le moteur de recherche pour trouver un descriptif des mœurs amoureux des moustiques des Galapagos, vous trouverez quelque chose d'à peu près neutre. Mais dès qu'il s'agit de sujets un petit peu intéressants, importants, voire contenant des informations sensibles, eh bien Wikipédia n'est qu'une machine de propagande au service de qui? Des mêmes intérêts que Google. Donc si la question vous intéresse, je vous renvoie à Idriss Aberkan, qui a fort bien décrypté la chose, ou à la démonstration de la manière dont Wikipédia a été instrumentalisé par l'OMS pour soi-disant lutter contre la désinformation contre le Covid-19, c'est-à-dire en réalité lutter pour la désinformation sur le Covid-19. Et donc on voit que sur certaines catégories de sujets, tout de suite le système se mobilise. Voilà, c'est un aparté. Maintenant, le mieux qu'on puisse faire avec Wikipédia est de ne pas consulter ce qu'il vous raconte, et si ça se trouve, sur ces deux sujets, les informations peuvent, accessoirement, ça arrive de temps à autre, être à peu près véridiques. Maintenant, pourquoi nous intéresser à la question de George Soros? Alors, sur un nouveau média en ligne tenu par des journalistes, vous voyez, qui s'appelle 7x7, décrypter le présent, anticiper le futur. Le format de ce média en ligne, c'est de résumer des questions importantes à travers 7 fiches. Voilà.
Et lorsqu'il nous présente un article sur découvrir les 7 nouveaux maîtres du monde, et je rappelle, c'est pas un média complotiste, c'est un média de journalistes, il y a effectivement des maîtres du monde, des gens qui ont beaucoup plus de pouvoir que les autres. Les Rothschild n'en font plus partie à l'heure actuelle, leur fortune est devenue relativement dérisoire par rapport à celle d'autres individus, mais on trouve bel et bien George Soros, le financier de l'ombre, et non seulement du fait de la fortune dont il dispose, mais surtout de ce à quoi il l'emploie. Alors pour décrire très rapidement M. Soros, c'est un multimilliardaire américain spécialisé dans le trading, c'est-à-dire les transactions boursières. Il est décrit par les connaisseurs comme un trader de génie. Jusque-là, tout va bien, ça reste de la spéculation. Il faut savoir que pour chaque euro gagné en bourse, il y a quelqu'un qui perd 1 euro. C'est un jeu à somme nulle. Donc toutes les fortunes qui se font en contrepartie que d'autres personnes se fassent ratiboiser, mais enfin, c'est les règles du jeu. Mais là où ça nous interroge, comme le résument les journalistes de 7x7, c'est que malgré sa discrétion, George Soros a une très grande influence sur la marche de la planète. Il côtoie et conseille, dit-on, les grands de ce monde, chefs d'État, dirigeants d'entreprises, financiers, politiciens et économistes de premier plan. Il est, continuent les journalistes, un des piliers du fameux Forum économique mondial de Davos en Suisse. Il s'est forgé une solide réputation d'investisseur, mais il se présente désormais comme un philanthrope qui aide depuis 30 ans les mouvements défendant les droits de l'homme et la démocratie à travers son organisation, l'Open Society Foundations. Bon. Donc la question qui se pose à nous, c'est M. Soros est-il un authentique philanthrope, travaillant au bien commun, ou quelqu'un qui a d'autres idées en tête et qui pourrait, par hypothèse, c'est ce que nous allons vérifier, être impliqué dans cette dépossession du pouvoir de choisir que subissent les peuples depuis une vingtaine d'années, dont l'archétype emblématique est la manière dont on n'a absolument pas tenu compte du référendum au projet de traité constitutionnel européen en 2005. Le peuple français avait très largement refusé ce traité constitutionnel, et tout a été magouillé par des politiciens et des technocrates dans les années qui suivent. Donc il y a ce mouvement de dépossession. On sait que la marche de notre société depuis 20 ou 30 ans ne correspond plus du tout au choix des électeurs dans les différents pays concernés. Et puis quant à ces gens qui ont une influence démesurée, on en a de nombreux exemples aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que pour devenir un multimilliardaire richissime, il faut avoir aussi un certain dérèglement psychopathologique. En général, quand on acquiert quelques centaines de millions honnêtement gagnés, on s'arrête là. On ne veut pas toujours plus et pas forcément devenir maître du monde. Et Bill Gates donne un bon exemple. C'est-à-dire que lui, avec des stratégies d'investissement qui font qu'il a des gains, des retours sur investissement qui sont phénoménaux. Donc, il prêche ou fait semblant d'être philanthrope en dépensant de l'argent pour les bonnes causes, sauf qu'il en récupère encore beaucoup plus. Et on voit qu'effectivement, il s'est introduit partout. C'est-à-dire qu'il a pris le contrôle des médias, d'organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, dont il est le principal bailleur de fonds, et non pas d'une manière désintéressée, c'est-à-dire que je vous donne de l'argent pour poursuivre les missions que vous estimez vous-même être les plus nobles, mais je vous donne de l'argent et je vais voir avec vous à quoi on va les affecter parce que je veux pouvoir surveiller à quoi ça sert, et là il apporte lui-même ses propres obsessions. Il a colonisé le monde académique, notamment l'Imperial College, le Johns Hopkins Institute et de manière très marginale à Genève, l'Institut de santé globale de Antoine Flahault, qui est arrosé par Bill Gates et qui défend toutes ses positions. Et puis nous avons vu, toujours au sujet de M. Gates, comment une enquête de journalistes d'investigation intègre a montré qu'il avait décidé la politique mondiale contre le Covid en admirant la Chine, qui a imposé une réponse totalitaire, et avec des compréhensions en santé publique qui sont juste délirantes. On sait aussi, je l'ai déjà évoqué, qu'il finance à hauteur de plusieurs dizaines de millions des ONG qui promeuvent l'agenda de légalisation de la pédocriminalité de l'OMS. Je sais que ce sont des mots qui choquent, mais penchez-vous sur les émissions que j'ai consacrées récemment à ces questions. L'OMS milite pour la sexualisation des enfants dès leur naissance et des interactions avec des partenaires, y compris des adultes, qui ne soient plus criminalisés. Ça, c'est la réalité.
Et puis, Bill Gates est devenu en cours de route à la faveur de la crise le principal propriétaire foncier et notamment de terres agricoles aux États-Unis. Il veut promouvoir les monocultures intensives à base d'OGM sous les acclamations des écologistes de tous nos pays, qui ont décidément laissé leur cerveau au vestiaire. Puis maintenant, on va se profiler une politique mondiale de dépossession des terres agricoles de la part des gouvernements qui vont exproprier les paysans pour les donner à qui ? Devinez, à des gens comme M. Gates. Et donc, selon un rapport de la Cour des comptes en France, la France doit maintenant impérativement réduire son cheptel bovin, soi-disant pour lutter contre le réchauffement climatique, ce qui est une pure foutaise, et évidemment que cela vise à mettre encore des milliers d'exploitations agricoles sur la paille. Enfin, pour terminer avec M. Gates, vous voyez, c'est le magazine Forbes qui le dit, il veut propulser de la poussière de produits chimiques dans l'atmosphère pour ralentir le réchauffement climatique. Donc ce type est un fou furieux, c'est un mégalomane de la pire espèce, et on voit à quel point il a acquis un pouvoir qui lui permet d'avoir dicté la réponse pandémique absurde et destructrice à la planète entière. Donc, qu'en est-il de M. Soros, qui est souvent présenté comme quelqu'un du même acabit ? Alors, je donne quelques références qui, à mon avis, sont les plus pertinentes dans celles que j'ai trouvées. Déjà, la saga Soros d'un journaliste Nick Monroe, coécrite avec Brittany Pettibone, qui est extrêmement complet. C'est en anglais, mais aujourd'hui, il y a des bonnes applications de traduction en ligne. Et puis, en français, l'ouvrage de Pierre-Antoine Plaquevent, Soros et la société ouverte, et qu'il a également donné des entretiens à TV Liberté. Et M. Plaquevent, son propos est d'autant plus intéressant qu'il dit clairement que son but n'est pas de noircir M. Soros, mais de coller au plus près de ce que M. Soros dit lui-même. Et à ce sujet, il faut savoir, ça n'est pas un complot, ça n'est pas dissimulé, M. Soros le dit ouvertement, que lui se bat pour la fin des États-nations et pour un gouvernement mondial. Il veut lever toutes les frontières, il favorise tous les flux migratoires dans tous les sens, et ce qu'il veut, c'est une société totalement dérégulée à tout niveau, avec, il en fait la confidence dans son autobiographie, et cela effectivement devrait nous mettre le puce à l'oreille, le fait qu'il se compare lui-même au Dieu de l'Ancien Testament des Juifs. Il est juif mais pas pratiquant, mais il se compare lui-même au Dieu de l'Ancien Testament, tout en disant qu'il se sent avoir une mission messianique. Ce qui quand même sont des critères de psychopathologie. Donc à travers sa fondation mère Open Society Foundation, Soros est en fait imbriqué dans une multitude d'organisations non gouvernementales et de partenariats ouverts ou cachés avec des organisations internationales, et il a pris un énorme contrôle sur la presse, ce qui a été, à vrai dire, sa cible principale depuis un certain nombre d'années. Alors, je vais vous passer maintenant 2 interviews de personnes qui le connaissent bien, pour que vous puissiez vous faire une idée. La première, historique, est une interview donnée par Philippe de Villiers, ancien ministre de la République, à André Berkoff, grand lion du journalisme et de la pensée critique, sur les ondes de Sud Radio, et où M. de Villiers, en effet, exprime de la manière la plus claire qui soit son opinion, mais aussi son expérience de George Soros. En rappelant au passage que M. Juncker était le président de la Commission européenne de l'époque où cette interview a été enregistrée, c'est-à-dire le prédécesseur d'Ursula von der Leyen. Et alors derrière Juncker, il y a son ami, ou plutôt son suzerain, parce que tous ces gens obéissent à un suzerain, qui est le fils spirituel de Monnet. Ce suzerain, c'est M. Soros. Vous savez que il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre ? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi ? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte.
Écoutez, c'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femelles au Black Bloc, enfin beaucoup de monde, ça c'est clair. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent ? 200. Oui. C'est beaucoup, et ces gens qui nous... 200, oui. Et vous savez, c'est tous ces gens de Bruxelles, là, ou qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours, tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Vous voyez, moi, un jour, j'ai mené un combat sur les abeilles, contre le Gaucho et le Régent. Bon. Et puis, j'étais tout seul à ce moment-là. Et en face de moi, il y avait un ministre de l'Agriculture de Chirac, un gars de droite, qui s'appelait Guémard. Et alors, il dit non, faut pas toucher à ça, etc. J'ai pas compris. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, on me dit, oh là là, on fait le vide sanitaire. Et maintenant, j'ai compris depuis quelques jours. En réalité, j'ai compris depuis que j'ai lu dans le Figaro que, Bayer est un des grands bailleurs de fonds. Un des grands bailleurs de fonds des partis politiques européens. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux, ne pas descendre dans la rue et crier « On n'en veut plus de cette Europe, on n'en veut plus ». Quant à Charles Gave, qui a bien connu et fréquenté George Soros, il dit qu'effectivement c'est un trader de génie, mais qu'il s'est toujours senti extrêmement mal à l'aise en sa présence, et que sans savoir vraiment pourquoi, lui-même, Charles Gave, le décrit comme une espèce d'incarnation du mal absolu. Alors penchons-nous maintenant sur la réalité. Et il y a des procès d'intention qui sont faits à George Soros en lien avec son adolescence. La famille Soros, qui avait un patronyme juif à l'époque, était une des grandes familles très fortunées de la Hongrie. Son père était un homme qui avait pignon sur rue, et en anticipation de l'invasion nazie, son père s'est arrangé pour que George Soros, sous un prénom chrétien et qu'on l'on faisait passer pour un chrétien, soit sous la coupe d'un parrain chrétien à qui le père de Soros avait confié son fils. Et ce parrain s'est retrouvé à réaliser des opérations de liquidation du patrimoine immobilier des Juifs qui avaient été déportés dans les camps de concentration. Et George Soros, qui avait 14 ans, l'accompagnait souvent dans ces situations-là, et on a affabulé qu'il avait pris une part active à ces opérations. Les historiens sont d'accord que ça n'a pas été le cas. Par contre, il n'en reste pas moins que Soros lui-même tient des propos extraordinairement troublant sur cette époque, et notamment dans une fameuse interview de l'émission nord-américaine 60 Minutes, qui a été diffusée à la fin des années 1990, qu'on ne trouve plus sur Internet. On l'a trouvée encore il y a quelques jours, donc elle a été supprimée en cours de route, et le journaliste, faisant bien son travail, demande à Soros, là je vous passe le verbatim, c'est-à-dire la transcription exacte des propos tenus, est-ce que c'était difficile d'exproprier les Juifs, de les spolier et de les voir partir en camp de concentration? Et Soros rétorque, pas du tout. Peut-être qu'en tant qu'enfant, vous ne voyez pas le lien, mais cela n'a créé aucun problème. Il avait 14 ans. Et le journaliste insiste, mais vous n'aviez pas de sentiment de culpabilité? Non. Le journaliste, par exemple, je suis juif, je suis là, je regarde ces gens partir déportés dans des trains, je pourrais être à leur place, je devrais être là, rien de tout cela. Et écoutez la réponse de Soros. Bien sûr, je pourrais être de l'autre côté ou être celui à qui l'on retire ses biens. Mais il n'y avait pas de sentiment que je ne devrais pas être là parce que c'était en fait d'une manière amusante, comme sur les marchés. Que si je n'étais pas là, bien sûr, je ne le faisais pas, mais que quelqu'un d'autre aurait pris leurs biens de toute manière. Et que je sois là ou non, je n'étais au fond qu'un spectateur, la propriété était enlevée, je n'avais donc aucun rôle à jouer dans la confiscation de ce bien, je n'avais donc aucun sentiment de culpabilité. Vous voyez ? Alors, c'est des paroles qui évidemment ont choqué et qui continuent de le faire, parce qu'elles dénotent, désolé d'avoir à le dire une fois plus, mais un profil sociopathe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre once de compassion ou d'empathie pour les gens envoyés dans des camps de la mort. Soros dit, mais il suffit d'être du bon côté de la barrière, et avant cet extrait, il a répondu à une première question en ce sens. Ça m'a appris une leçon fondamentale dans la vie, c'est qu'il fallait anticiper les choses et s'arranger pour être du bon côté de la barrière. Mais quand on lui demande si c'est pas... Et en fait, toutes les personnes qui ne sont pas sociopathes se sentent coupables, même si elles n'ont rien fait.
Donc si on prend votre frère ou votre sœur, ou un cousin, ou un voisin, et qu'on le tue, et que vous restez en vie, même si vous n'y êtes absolument pour rien, vous avez un sentiment de culpabilité, parce que le psychisme humain est ainsi fait. Mais M. Soros, pas du tout. Et évidemment, quand il répond, en fait, même d'une manière amusante, c'est au fond comme sur les marchés financiers. En d'autres termes, soit vous êtes victime, soit vous êtes du bon côté. Évidemment que ça dessine quand même quelque chose qui n'est pas anodin sur le plan du personnage. Maintenant voilà, sur la période pendant l'occupation nazie, on dira il n'a pas collaboré activement, mais en tout cas il n'éprouve aucun sentiment de sympathie exprimé quant à ce à quoi il a participé à son corps défendant. Venons-en maintenant aux faits. Parce que M. Soros soit un spéculateur, donc ça veut dire qu'il a mis des pays à genoux, il a spéculé à un moment donné contre la livre sterling, il a spéculé après contre d'autres pays. Est-ce que ce genre de spéculation à ce genre de niveau d'envergure déclenche? Ce sont des crises économiques où des gens vont souffrir, des gens vont avoir faim, des gens vont être précipités dans la pauvreté, des gens vont souffrir de la famine. Et le journaliste, M. Croft, avait déjà posé la question, mais quand vous faites des mouvements spéculatifs, est-ce que vous avez des scrupules au regard des conséquences socialement dommageables? Et vous devinez ce qu'il a répondu? Non, pas du tout. Ça, c'est la règle du marché, c'est comme ça que ça joue. Puis après, moi, je fais philanthrope, je donne de l'argent à des bonnes œuvres, et comme ça, je suis amoral à certains endroits, je suis moral à d'autres, mais donc tout va très bien, Madame la Marquise. Mais là où les questions apparaissent, c'est qu'effectivement, M. Soros, profitant de son pouvoir, de son argent, mais aussi habité par ce dessein messianique, veut reconfigurer la société, il le dit ouvertement, et à cette fin s'est introduit à d'innombrables endroits, copinage, corruption, propagande, comment les ONG progressistes de l'Open Society, et là on voit déjà un autre subterfuge. Une ONG, normalement, c'est une émanation de la société civile. Vous avez des pères qui ont été maltraités par la justice dans des divorces parce qu'on tend à donner plus souvent raison à la mère, ils font une ONG, puis ils essayent de faire entendre leur voix. Vous avez des gens qui ont été discriminés suite à une émigration, vous avez des ONG qui, vous voyez ce que je veux dire, ça émane de la société civile. Et M. Soros, comme M. Gates, lui, il fait autre chose. C'est-à-dire que, profitant de sa fortune quasi illimitée, on parle de dizaines de milliards de dollars, il crée des ONG comme si elles émanaient de la société civile pour les instrumentaliser dans la direction de son messianisme. Alors tout ceci est légal, entendons-nous bien. Par contre, ce qui apparaît, c'est qu'il infiltre les gouvernements. Alors, M. de Villiers a dit qu'il tenait plus de 200 députés européens, ce qui est énorme. Et puis, ce que des enquêtes ont mis en lumière, je vous donne à nouveau toutes les références, c'est qu'il a existé des liens extrêmement problématiques entre les ONG de M. Soros et les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, dont plus d'un quart avaient des liens directs. Et pire encore, disent les journalistes de l'Observatoire du journalisme, dans 88 affaires identifiées où figuraient des ONG financées par Soros dans les litiges, les juges ne se sont pas récusés, et là on est dans des cas structurellement, techniquement de corruption. Et donc Yves Pozzo di Borgo, catalogué complotiste par M. Reichstadt, donc ça veut dire qu'il dit sans doute des choses intéressantes, lui relève comment Soros et la Commission européenne des droits de l'homme ont tout fait pour étouffer l'affaire. D'accord ? Donc on a cette intrusion. Déjà, le lobbying est un énorme problème de gouvernance démocratique, mais on voit en plus que M. Soros met le pied dans la porte et nidifie à l'intérieur du système. Il a une autre ONG, Institute for Strategic Dialogue, qui est un organe de propagande visant la presse, les médias et les gouvernements, et Idriss Aberkan, autour des financements troubles du fonds Marianne en France, a révélé comment cette ONG, financée par Soros, avait décidé de faire de Didier Raoult une cible de leur campagne de dénigrement et de harcèlement médiatique. Et maintenant Elon Musk. Et donc Idriss Aberkan se demande comment une officine étrangère déjà financée par Gates et Soros, qui organise un ciblage abominable, c'est du character assassination en anglais, c'est-à-dire de la destruction de réputation.
C'est ça que fait M. Soros à travers des ONG comme celle-là. Et comment est-ce que cette ONG étrangère peut en plus recevoir des financements au titre d'un fonds constitué après l'assassinat d'un professeur français pour lutter contre l'intégrisme islamiste? Ça sent extrêmement mauvais. Dans ce registre, M. Soros finance des fact-checkers pour faire taire les dissidents, tout cette nouvelle tendance du fact-checking qui n'a plus rien à voir avec le fact-checking, c'est de la désinformation et du harcèlement. Et on a tous pu voir sur Facebook la violence des choses. Donc quand on publiait des études scientifiques valables, produites par quelques-uns des meilleurs scientifiques au monde, on pouvait être censuré et bloqué, donc puni pendant un certain temps sur Facebook. Et devinez qui finançait tout ce travail de censure, entre autres bien sûr, M. Soros. C'est également un des grands soutiens des politiques LGBTQI dont on a vu qu'elles sont en lien avec l'agenda pédocriminel de l'OMS, mais surtout brouillent complètement les repères de la société. Et je renvoie pour des analyses plus précises, j'y reviendrai bien sûr, aux travaux de Jordan Peterson, professeur de psychologie à Toronto, qui lui dit qu'il est criminel de pousser des enfants et des jeunes à prendre des bloqueurs de puberté, à faire de la chirurgie lourde sur laquelle ils ne pourront jamais revenir en arrière sur la base d'une idéologie qui est complètement fausse et malsaine. Et donc il y a malheureusement un certain nombre de personnes qui se sont fait mutiler génitalement de leur sexe d'origine. Créer un pénis artificiel chirurgicalement, c'est une horreur. Créer un vagin artificiel, c'est une horreur. Ce sont des opérations extraordinairement lourdes. Et partir du principe qu'un enfant de 12, 14 ou 16 ans peut consentir à une abomination pareille, on est vraiment dans quelque chose de démoniaque. Et il faut savoir de surcroît que derrière la soi-disant théorie du genre, il y a un mensonge atroce d'un professeur du Johns Hopkins Institute qui s'appelait John Money et qui a monté toute une fiction abominable pour conduire des parents de jumeaux à faire castrer l'un de leurs deux garçons et de l'élever comme une fille en leur disant s'il n'apprend jamais la vérité, il se construira comme une femme normale. Et évidemment que tout était faux. Maintenant, ce qui est grave, le garçon en question, transformé en femme, a fini par se suicider. Son frère est mort d'une overdose d'opiacés. Donc la situation était invivable pour tout le monde, mais M. Money a tellement fait illusion que dans la littérature scientifique aujourd'hui, on cite ces études comme étant une référence digne de foi. On est dans de la monstruosité en barre, et il apparaît malheureusement que c'est bien ça que soutient M. Soros. Alors, quand Elon Musk a repris le contrôle de Twitter et s'est battu pour la liberté d'expression en disant il existe des lois qui interdisent l'expression raciste, l'appel à la haine, l'homophobie, donc ces lois sont suffisantes. Si quelqu'un tient des propos de cette nature, il peut être poursuivi en justice, mais nous n'allons pas maintenir le système de censure idéologique sur Twitter. Qu'a fait M. Soros? Il a vendu toutes ses actions de Tesla en mesure de rétorsion. Et là, il y a eu cette passe d'armes assez intéressante. Et vous voyez, un abonné de Twitter a envoyé à Musk un message disant Soros, qui est aussi un survivant de l'Holocauste, n'arrête pas d'être attaqué à cause de ses intentions, mais ses intentions sont bonnes. Et on peut ne pas être d'accord avec lui. Et Musk a répondu vous partez du principe qu'il a de bonnes intentions, il n'en a pas. Il veut détruire le tissu même de la civilisation. Soros déteste l'humanité. Alors, évidemment que ceci s'est ensuivi d'une grande campagne d'indignation, et notamment de Washington Post, enfin tous les médias très mainstream arrosés par Soros sont montés au créneau en disant que c'était antisémite d'attaquer Soros. Vous voyez, le docteur Elie David lui disait, mais si critiquer George Soros revient à être antisémite, alors critiquer Elon Musk, c'est être raciste contre les immigrants afro-américains, étant donné que Musk vient d'Afrique du Sud. Et donc, vous voyez, on est pris dans cet étau installé, bien sûr, par des officines comme Conspiracy Watch, mais aussi la presse majoritairement achetée, où on ne peut plus parler du fond. On est tout de suite critiqué au motif d'une accusation abominable, et ce qui a conduit
notre très valeureux André Berkoff, a publié ce commentaire. Comment reconnaître aujourd'hui un membre actif de l'élite mondiale des vrais cons et des faux culs universels? C'est simple. Si par exemple vous osez émettre un doute sur l'étincelant bienfaiteur de l'humanité George Soros, il hurlera illico à l'antisémitisme trumpo-poutiniste. Et on sait qu'aujourd'hui, le plan de M. Soros, mais aussi de la Commission européenne, d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui conspirent contre la démocratie et la liberté d'expression, c'est d'instaurer une censure de fer sur Internet. Vous voyez, M. Breton, qui est soupçonné de corruption en France par l'association Anticor, qui lui est vraiment un petit capot du système dans toute sa réalité et sa laideur, ai-je envie de dire, a été interrogé sur France Inter. Qui sont nos ennemis? Nos ennemis, ce sont les extrémistes de droite qui se réclament de la liberté d'expression. Et donc, il faut installer un bouclier cyber contre ces gens-là. C'est ce qui nous attend si nous n'y prenons pas garde. Voilà, donc le bilan des courses, c'est que M. Soros, de toute évidence, est quelqu'un qui a son agenda en tête. C'est un agenda de gouvernance mondiale, de fusion entre les organisations internationales, vu qu'il n'y a plus d'État, et les entreprises, ce qui, je le rappelle, est la définition du fascisme, de destruction des genres, de la cellule familiale et de tout l'ordre social, pour faire place nette à la société délirante de demain. En ce qui me concerne, la philanthropie de George Soros n'est pas très convaincante, sa dimension de danger public, malheureusement, l'est beaucoup plus. À demain. Merci.